Les rendez-vous de Philopop. C'est les rendez-vous de Philopop sur Westrack Radio. Bonjour aux auditeurs de Westrack. Donc j'interviens à nouveau au nom de l'association populaire de philosophie du Havre, Philopop. Et je voudrais vous montrer à nouveau par cette troisième émission que la réflexion philosophique permet de se confronter à des problèmes contemporains. Elle permet notamment d'aborder le problème moral auquel nous expose aujourd'hui le progrès des biotechnologies, c'est-à-dire ces techniques qui permettent d'intervenir sur l'être vivant, d'intervenir notamment sur le patrimoine génétique de l'homme. Alors à cette occasion, je m'appuierai sur les analyses d'un grand philosophe allemand contemporain, Hans Jonas, assez mal connu en France, dont l'œuvre principale est le principe responsabilité, paru en 1979. Donc le progrès des biotechnologies, de ces technologies qui interviennent sur le vivant, sont tellement considérables aujourd'hui qu'un certain nombre de leurs réalisations nous auraient paru encore hier relever de la science-fiction. Qu'il s'agisse d'intervenir sur le patrimoine génétique des individus pour dépister et réparer des gènes défectueux, éviter ainsi le développement du diabète ou d'un certain nombre de cancers, qui peut s'en plaindre? Mais ces progrès peuvent aller beaucoup plus loin. Il peut s'agir aussi d'améliorer le potentiel des capacités humaines, de rendre les hommes plus robustes, plus résistants, plus performants, aptes à vivre beaucoup plus longtemps, en bonne santé. Il peut s'agir donc d'améliorer l'espèce humaine. Et c'est justement ce projet d'amélioration qui fait question. Est-on sûr d'améliorer l'espèce humaine en la transformant par les biotechnologies? Et l'améliorer en vertu de quelles normes? Alors il est certain que le projet d'améliorer l'espèce humaine n'est pas simplement une douce utopie. Il est aujourd'hui le projet de cette idéologie, de ce mouvement que l'on appelle le transhumanisme et qui prétend ni plus ni moins guérir l'homme de la vieillesse et de la mort. Or, les objectifs du transhumanisme sont très sérieusement envisagés par ces grandes entreprises de la Silicon Valley que l'on appelle aujourd'hui les GAFA. Google, Facebook, Apple, Amazon, etc. Et ces GAFA consacrent des sommes considérables pour financer des organismes de recherche qui travaillent dans ce sens. Alors de quelle manière les biotechnologies pourraient-elles contribuer à l'amélioration de l'espèce humaine? C'est toute la question. Par la technique du clonage, ne pourrait-on pas, par exemple, répliquer des génies, des savants, de grands sportifs, en multipliant les Mozart et les Einstein? L'humanité ne deviendrait-elle pas meilleure? Ou sinon, ne pourrait-on pas modifier le patrimoine génétique des individus, non seulement, comme je le disais tout à l'heure, en substituant aux gènes défectueux des gènes sains, et éviter par exemple le diabète, mais encore en l'améliorant par une recombinaison génétique qui augmente ses capacités et permette à l'individu de vivre plus longtemps en bonne santé. Ainsi, pourquoi ne pas faire ainsi sur les embryons humains ce qu'on sait déjà faire avec des semences de maïs? Et pourquoi ne pourrait-on pas fabriquer des êtres humains génétiquement modifiés comme on fabrique des OGM? Alors on dira qu'il ne faut pas céder au fantasme et qu'on est encore bien loin d'en arriver là. Il est vrai qu'on ne peut pas programmer génétiquement un être humain comme on peut programmer la fabrication d'une automobile, avec toutes ses options. Les choses sont en la matière beaucoup plus compliquées. Sans doute, mais l'idée est déjà là. Et il suffit qu'elle soit présente pour engendrer déjà un certain nombre de projets et de recherches. Et même s'il s'agit d'un fantasme, ce fantasme est assez puissant pour inciter des hommes, des entreprises et des États à travailler à sa réalisation. Je prendrai deux exemples. Le premier,
Eh bien, c'est qu'il n'y a pas si longtemps, on en a eu connaissance en 2015, une équipe de généticiens chinois a entrepris de réaliser une expérience sur 83 embryons humains afin de réparer, voire d'améliorer, le génome de leurs cellules. Alors, si cette expérience a été possible, c'est grâce à la mise au point de 2 techniques. La première, bien sûr, c'est la technique du séquençage du génome humain, qui permet de déterminer le patrimoine génétique de chaque être humain. Ainsi, grâce à une simple prise de sang, on peut maintenant connaître son ADN et détecter d'éventuelles anomalies. La deuxième, c'est la technique du CRISPR, qui permet de couper-coller notre ADN et de le modifier. Il devient ainsi possible de modifier l'embryon humain. Et c'est donc en s'appuyant sur ces nouvelles techniques, sur cette ingénierie du vivant, eh bien qu'on peut se proposer d'améliorer les capacités humaines. Et comme on le sait, ce qui est techniquement possible devient très vite réalisable. Le deuxième exemple est certes moins spectaculaire, mais il en dit long sur les nouvelles mentalités que peut encourager l'existence des biotechnologies. On sait qu'au départ, la technique de la fécondation in vitro est une technique destinée à remédier à certains cas d'infertilité féminine. On procède ainsi à la fécondation en éprouvette en réimplantant l'embryon ainsi produit dans l'utérus maternel. Mais cette technique peut aujourd'hui être détournée de son sens initial pour choisir par exemple le sexe d'un enfant. Et c'est ce qui se passe dans certaines cliniques américaines sur la côte ouest. Les femmes qui recourent à cette technique ne souffrent d'aucune infertilité, mais elles y recourent, moyennant finance, pour choisir le sexe de leur bébé. Ainsi, à l'occasion de cette fécondation in vitro, un diagnostic génétique est effectué sur les embryons et il est possible de faire ainsi le tri entre les embryons masculins et les embryons féminins avant implantation dans l'utérus maternel. Alors cet exemple donne bien sûr à réfléchir. Aujourd'hui, le tri se fait en fonction du sexe, mais pourquoi pas demain la couleur des yeux, la taille, etc., etc. Et n'ira-t-on pas imaginer encore que la génétique a le pouvoir de détecter les gènes de l'intelligence et de la beauté, et que cela permettra d'opérer à nouveau une sélection des embryons. Alors, mon propos ici n'est pas de condamner et de rejeter les biotechnologies. Il ne s'agit pas de sombrer dans ce qu'on appelle la technophobie. Mais mon propos est de comprendre que le progrès de la technologie moderne, considéré dans son ensemble, met l'homme face à un problème qu'il n'avait jamais eu auparavant à affronter. Et ce problème, c'est celui que pose aujourd'hui le redoutable pouvoir de la technologie, qui n'a rien de comparable avec ce que fut longtemps la technique. Pour aborder ce problème, je m'appuierai justement sur la lecture de ce grand philosophe allemand contemporain, Hans Jonas, qui peut être considéré comme l'un des premiers grands penseurs de l'écologie.
Alors, quelques mots sur Hans Jonas, le philosophe sur lequel je vais m'appuyer. Il est né en 1903, il est mort en 1993 à New York où il résidait. Comme Hannah Arendt, dont il était un grand ami, il était juif et il dut fuir l'Allemagne dès l'arrivée de Hitler au pouvoir. Alors il partit enseigner d'abord la philosophie en 1935 en Palestine. Il combattit l'Allemagne nazie dans les troupes anglaises. C'est ce que je pense savoir, mais bon, je crois que c'est ça. Et après la guerre, il enseigna au Canada, puis aux États-Unis, pendant plusieurs années, pour terminer sa carrière en Allemagne, à Munich, en 1983. Et donc, il est mort à New York en 1993. Alors, Jonas part du constat que la technique moderne n'a plus rien de comparable avec ce qu'elle fut longtemps. Pendant longtemps, elle n'avait été qu'une puissance limitée qui ne pouvait pas modifier la nature. Et celle-ci apparaissait comme l'arrière-plan immuable, inaltérable de toutes ces entreprises. Les interventions techniques de l'homme ne pouvaient l'affecter que de manière superficielle. Aussi longtemps qu'il en fut ainsi, la question d'un endommagement définitif de la biosphère ne pouvait pas se poser. Et l'éthique, ou ce qu'on peut aussi appeler la morale, l'éthique ne pouvait concerner que le seul tissu des relations humaines. Or, tel n'est plus le cas aujourd'hui. Aujourd'hui, la technique est devenue un pouvoir démesuré qui peut non seulement menacer par ses effets la biosphère de la planète, mais aussi l'humanité elle-même dans son essence. La technologie moderne s'accroît et se développe selon un processus potentiellement illimité dont l'homme semble avoir perdu la maîtrise et qui risque de se retourner contre lui. Alors, voici ce qu'écrit par exemple Hans Jonas au début de la préface de son grand livre, Le principe responsabilité, qui est paru la première fois en 1979. Je lis. Le Prométhée définitivement déchaîné. Alors, c'est une allusion évidemment à la pièce d'Eschyle, le Prométhée enchaîné. Le Prométhée définitivement déchaîné, auquel la science confère des forces jamais encore connues, et l'économie, son impulsion effrénée, réclame une éthique qui, par des entraves librement consenties, empêche le pouvoir de l'homme de devenir une malédiction pour lui. La thèse liminaire de ce livre est que la promesse de la technique moderne s'est inversée en menace. Fin de citation. Donc le développement de la technologie moderne entraîne ce que Hans Jonas appelle, je cite, une transformation de l'essence de l'agir humain. On va en parler. Et cette transformation exige elle-même une transformation de l'éthique, une transformation de la morale. Le pouvoir redoutable de la technologie moderne appelle en effet une nouvelle éthique qui permette, selon les termes de Jonas, de préserver pour l'homme l'intégrité de son monde et de son essence contre les abus de ce pouvoir. Fin de citation. Alors pourquoi les morales traditionnelles ne sont-elles plus adéquates ? Eh bien, d'une part, parce qu'elles considèrent l'humanité séparément de la nature, c'est-à-dire séparément de l'existence biologique de l'homme, séparément de son enracinement biologique. Et d'autre part, parce qu'elle présuppose que les protagonistes de l'action partagent un présent commun et vivent dans un monde intangible, inaltérable. Et ici, Hans Jonas se démarque de ce grand philosophe de la morale qu'était Emmanuel Kant, philosophe du XVIIIe siècle. Et comme le montre Jonas, on ne peut plus s'en tenir à la règle qui fonde, selon ce philosophe, donc selon Kant, le jugement moral, règle que Kant appelle, je cite, l'impératif catégorique. Alors, juste quelques mots là-dessus, c'est très facile à comprendre.
Voilà ce que veut montrer simplement Kant, c'est que lorsque nous jugeons moralement une action, celle-ci ne peut avoir de valeur morale que si le principe qui l'inspire peut valoir pour tout homme, c'est-à-dire s'il peut être universel. Ainsi, quand je décide une action, elle ne peut être valable moralement que si ce que je décide de faire, chaque homme pourrait vouloir le faire. Je sais immédiatement, par exemple, que si je décide de mentir, cette action est immorale, car je ne peux pas vouloir un monde où tous les hommes mentiraient. Je sais spontanément que lorsque je mens, j'enfreins cette règle, cet impératif catégorique qui exige que je dise que ce que je dis soit vrai. Alors formellement, cette règle du jugement moral, cet impératif catégorique, se formule de la manière suivante: agis de telle sorte que tu puisses en même temps vouloir que ta maxime, c'est-à-dire la règle qui préside à ton action, devienne une loi universelle. Je la reprends pour que ce soit plus clair. Agis de telle sorte que tu puisses en même temps vouloir que ta maxime devienne une loi universelle. Alors cette règle qui commande nos jugements moraux est dorénavant insuffisante face au redoutable pouvoir de la technologie moderne. Car elle ne prend pas en considération les effets futurs de l'action. Or, le pouvoir de la technologie moderne nous oblige à prendre en compte les générations futures et l'avenir lointain de l'humanité. Et l'impératif catégorique, selon Kant, ne prend pas en considération ces données-là. Car pour Kant, la présence de l'homme dans le monde est une donnée évidente qui ne pose aucunement question. Pourtant, il pourrait se faire désormais que le pouvoir redoutable de la technologie moderne ait pour conséquence de faire disparaître l'existence de l'espèce humaine et de porter atteinte à son intégrité. Aussi, Hans Jonas estime-t-il nécessaire de formuler un nouvel impératif catégorique, donc une nouvelle règle du jugement moral, qui soit à la mesure de la situation nouvelle. Et voici la formulation de ce nouvel impératif, je cite: « Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. » Agis de façon que les effets de ton action soient compatibles avec la permanence d'une vie authentiquement humaine sur Terre. Alors cette nouvelle éthique exige désormais que nous anticipions par la pensée le danger que peut entraîner l'application de telle ou telle technique, si on veut en préserver l'humanité future. Le problème ici, maintenant, est celui de savoir ce que l'on entend par une vie authentiquement humaine, pour reprendre la formule de Jonas. Alors à cette question, on ne peut pas répondre par un savoir qui nous permettrait de définir l'homme, c'est-à-dire d'établir une fois pour toutes et par avance ses propriétés. En prétendant d'ailleurs définir l'homme, nous risquons de l'enfermer dans des caractéristiques figées. Or, nous le savons, les hommes n'ont pas de nature à la manière dont les animaux en ont une, qui leur est donnée quasiment dès la naissance et qui demeure la même de génération en génération. Au contraire des animaux, les hommes sont essentiellement ce qu'ils deviennent par leur éducation, par leur histoire, par leur activité. C'est-à-dire leur existence est ainsi ouverte au possible. Et l'avenir de l'homme est de cette façon indéterminé. Cette ouverture au possible est ce que l'on peut aussi appeler la liberté. Or, c'est précisément, comme nous allons le voir, cette ouverture au possible que des biotechnologies comme le clonage et la recomposition et la recombinaison génétique, quand elles sont appliquées à l'homme, risquent de compromettre.
nous allons montrer dans notre dernière partie en quoi le clonage appliqué à l'homme est incompatible avec ce que Hans Jonas appelle la permanence d'une vie authentiquement humaine. Et je m'appuierai ici sur la lecture d'un article de ce philosophe publié en 1985 qui a pour titre « L'art médical et la responsabilité humaine ». Hans Jonas s'est beaucoup intéressé à la question de la médecine. Le clonage est avant tout une forme de reproduction asexuelle, puisque nous allons parler du clonage. C'est une technique qui consiste à insérer le noyau d'une cellule somatique dans un ovule énucléé en vue d'une fertilisation au sein du ventre maternel qui sert ainsi d'incubateur. Dès lors, avec le clonage, la rencontre sexuelle devient superflue, puisque le développement d'une nouvelle vie ne dépend plus de la rencontre de deux gamètes appartenant à deux individus différents et contenant chacun une information génétique propre. C'est-à-dire qu'avec le clonage, le hasard qui est inhérent à la reproduction sexuelle, eh bien le hasard est supprimé. Et l'individu qui va naître, c'est-à-dire le clone, peut se développer sur la base d'un matériel génétique identique à celui du donneur sur lequel on a prélevé le noyau. On voit donc que le clone est un double génétique du donneur. Et sa ressemblance avec son donneur est du même ordre que celle qui existe entre des vrais jumeaux. Toutefois, il y a une différence avec les vrais jumeaux, et cette différence est très importante. Les vrais jumeaux sont contemporains, et ils sont en quelque sorte une image en miroir l'un de l'autre. Tandis que le clone, lui, est la copie d'un individu préexistant. Il y a ainsi un écart temporel entre le clone et son modèle. Et comme on va le voir, c'est précisément cet écart temporel qui est à l'origine du problème qui va se poser au clone. Alors, je ne veux pas dire ici que le destin du clone sera rigoureusement identique à celui de son modèle, en vertu du rôle de l'ADN. Parce que la génétique ne décide pas de tout de la vie d'un individu. Elle ne détermine pas entièrement la vie d'un individu. Jamais le clone ne vivra la même vie que celle de son modèle. La situation du clone est unique en son genre. Donc le problème n'est pas là. En revanche, on peut affirmer que ce que le clone sait et ce que son entourage sait aussi de lui, eh bien ce qu'il sait va affecter négativement son existence. C'est-à-dire que le clone est condamné à grandir en sachant qu'il a été assigné à une identité puisqu'il est le clone d'un modèle. Ainsi, au lieu de se découvrir et de se forger son identité au contact du monde, en relation avec les autres, au lieu de faire l'expérience progressive de sa propre singularité, eh bien, le clone va voir son horizon restreint et déterminé par avance par les attentes qui résultent de la reproduction d'un modèle. Or, vivre une vie authentiquement humaine, pour reprendre la formule de Hans Jonas, eh bien, c'est pour chaque individu pouvoir faire librement l'expérience de son identité. Et comme le dit Hans Jonas dans le texte que j'ai cité, ce savoir pâle copie d'un être qui s'est déjà révélé dans une vie doit étouffer l'authenticité d'être soi-même, la liberté de se découvrir comme une surprise pour soi-même et pour les autres, avec ce qu'il y a en soi. Fin de citation. Ainsi, la perspective du clonage permet de comprendre qu'il est essentiel à un homme d'être ignorant de son identité, de ne pas avoir d'identité prédéterminée, précisément pour se construire, précisément pour accéder à sa propre identité. Et c'est en ce sens que Jonas parle, je cite encore, d'un droit fondamental de ne pas savoir,
qui fait partie de la liberté existentielle de manière indispensable. Je reprends la formule parce qu'elle est très importante. Il parle d'un droit fondamental de ne pas savoir, qui fait partie de la liberté existentielle de manière indispensable. Il y a donc un droit à l'ignorance, en quelque sorte. Et ce droit à l'ignorance est la condition de la liberté de l'individu, car il préserve la possibilité pour l'individu de se définir lui-même. Alors même si le danger est moindre, c'est un risque analogue qu'on peut faire peser sur un individu quand au départ on prétend l'améliorer en modifiant aussi son patrimoine génétique. C'est la recombinaison génétique. En conclusion de toutes ces analyses, je ferai les remarques suivantes. Première remarque, il n'est pas difficile de mesurer les dangers que font peser. Plutôt, il est plus difficile de mesurer les dangers que font peser les biotechnologies sur l'avenir de l'homme que ceux de l'industrie nucléaire. Nul ne doute qu'une catastrophe nucléaire pourrait faire disparaître brutalement et rapidement l'humanité. Il n'y a pas de débat là-dessus. S'il est plus difficile de cerner les dangers qui peuvent résulter de l'application des biotechnologies, c'est bien parce qu'elles sont appliquées pour une bonne cause. On peut prétendre, grâce à elles, améliorer l'humanité. Ainsi, par exemple, c'est pour de bonnes raisons qu'on pourrait être tenté de recourir au clonage. Pourquoi, par exemple, ne pas fixer et répliquer des traits avantageux de l'espèce humaine? Pourquoi ne pas reproduire ce que l'humanité a connu de mieux jusqu'ici? Pourquoi ne pas reproduire les Mozart, les Einstein? Et puis c'est aussi pour de bonnes raisons que des parents peuvent être tentés de modifier le programme génétique de leur enfant à naître pour qu'il soit beau, intelligent, fort, conforme à l'image qu'ils ont d'un être humain réussi. Mais s'il est vrai que leur enfant, plus tard, en grandissant, pourrait leur reprocher de ne pas avoir recouru à la chirurgie génique pour réparer un gène défectueux qui explique par exemple leur diabète, en revanche, son diabète plutôt, en revanche, ils pourraient leur reprocher d'avoir abusé de leur pouvoir en modifiant à la base, donc son programme génétique, pour le rendre conforme à l'image de l'homme réussi ou de la femme réussie, telle qu'elle était par exemple véhiculée à leur époque. Alors, quelle leçon tirer en définitive de cette réflexion sur l'essor des biotechnologies? Leur progrès promet de ne plus laisser la génération des hommes au hasard des rencontres sexuelles. Il promet de mieux contrôler l'évolution biologique de l'humanité. Mais il se pourrait bien que cette promesse se renverse, comme le dit Jonas, en menace. Il se pourrait bien que cette promesse se renverse en menace. Il se pourrait bien qu'elle se retourne contre l'homme. Le pouvoir de la technique sur la biologie humaine risque en effet de conduire à diminuer sa liberté, à l'instrumentaliser. En produisant en effet des hommes conformes à ce qu'on attend d'eux, biologiquement, conformes à une image prédéterminée, on les instrumentalise, en effet par avance, et on restreint la liberté qu'ils ont de se définir eux-mêmes. Alors, dans le prolongement de ce propos, je vous conseille deux lectures. Alors, ce sont les livres de Hans Jonas. Le premier, d'abord, c'est Le principe de responsabilité, alors qui est un livre quand même assez imposant et peut-être difficile à lire. Alors, on peut au moins lire la préface de ce livre, qui est tout à fait accessible. Et ce livre est publié au CERF. Et puis un deuxième, par contre, plus facile à lire. C'est un article, en fait, publié en 1985, qui s'appelle « L'art médical et la responsabilité humaine ». Voilà, l'émission est terminée, et je vous remercie de votre écoute.